Bonjour à tous, donc, je suis Thomas Le Chevalier, je suis le CEO et cofondateur donc, de OneWave. On est une entreprise de 18 personnes, on est créé donc, depuis 2016, on est à Rennes, on est locaux de l'étape. On travaille plutôt sur la partie, tout ce qui va être authentification. Et donc, je peux passer dessus. On travaille vraiment voilà, sur cette partie authentification. L'enjeu pour OneWave, ça va vraiment être d'aller retirer le facteur humain dans l'authentification, puisqu'on voit aujourd'hui que vraiment l'humain de son côté n'a absolument aucune envie de gérer des mots de passe ou d'autres standards de sécurité, et que finalement il porte le poids des politiques de cyber qui sont mises en place par l'entreprise. Et de l'autre côté, on a des DSI qui vont essayer de renforcer cette sécurité-là, mais en essayant d'avoir l'acceptation des équipes et de mettre en place des choses solides qui puissent être déployées relativement facilement avec toute la conduite du changement que ça implique. Donc l'objectif pour OneWave, c'est d'être capable d'outiller, d'enlever le poids de cette authentification et d'outiller chacun des collaborateurs, des plus techniques aux moins techniques, puisque les failles, malheureusement, elles sont assez dépendantes du niveau technique des utilisateurs. Et on se rend compte que 4 attaques sur 5 aujourd'hui utilisent du phishing au début, à la fin ou au milieu d'une attaque, malgré le fait qu'on a déjà des bonnes pratiques de cybersécurité, des mots de passe forts uniques pour chaque service, des seconds facteurs d'authentification qui sont capables de bloquer énormément des attaques opportunistes assez massives qu'on voit en grande majorité aujourd'hui. Et donc c'est là-dessus qu'on va essayer de résoudre un petit peu ce problème-là, sachant qu'on voit déjà une tendance, c'est d'aller vers le smartphone, là où on a déjà des gros problèmes de souveraineté de ce côté-là. C'est pour ça qu'on essaie aussi de pousser de la sécurité matérielle et dédiée française, qui puisse permettre d'éviter la perméabilité à des appareils multiconnectés comme les smartphones, qui vont intégrer énormément d'acteurs différents et donc des failles. Pour vous donner un petit ordre d'idée, iOS, c'est 380 failles exploitées l'année dernière. Et donc justement d'aller remettre un petit peu d'éléments de sécurité matérielle qui vont permettre d'assurer et de la souveraineté et une sécurité pérenne et matérielle en termes de robustesse. Alors, je pense qu'il y a la démo juste après. Oui. Alors ça va assez vite, donc je vous la décris un petit peu avant. Donc on a créé une carte au format carte à puce que j'ai ici. Et donc j'ai laissé sur le stand. Donc je vous inviterai à venir voir la démo complète tout à l'heure sur le stand si ça vous intéresse. On a donc développé une carte à puce connectée et biométrique qui va permettre à l'utilisateur, donc après l'avoir déverrouillé avec son empreinte, de se connecter aux devices sur lesquels il a besoin de s'authentifier par Bluetooth. Donc c'est une connexion qu'on a chiffrée par-dessus la sécurité native du Bluetooth. Et donc on va se connecter à un middleware qui est une application, ça peut être une application smartphone. Sur la démo, c'est une extension navigateur qui a le bon goût de reconnaître les URL sur lesquelles on se trouve. Et donc de remplir automatiquement un mot de passe qui est généré aléatoirement depuis le middleware ou envoyé depuis le SaaS d'administration, et ce fameux second facteur OTP qui va éviter justement la partie de phishing, parce qu'on a beau avoir un très bon mot de passe, si jamais on le donne de son plein gré, en allant le chercher sur son coffre-fort, cette partie-là est un peu, est déjà problématique. Pour lancer la petite démo, alors ici on se connecte sur l'interface d'HubSpot, donc c'est notre CRM qui est sécurisé par un mot de passe et par un OTP. Ça pourrait être un SSO ou d'autres types d'applications, ce serait la même chose. Donc, vous voyez ici le déverrouillage de la carte. L'ensemble des données secrètes est sur le Secure Element de la carte, comme les cartes bancaires ou les passeports. Donc on a vraiment un niveau de sécurité assez élevé. On a une connexion donc, qui se crée entre les deux via le Bluetooth. Et une fois que cette connexion est réalisée, le middleware va détecter l'application sur laquelle on essaie de se connecter. Et là, on a le remplissage du mot de passe et du second facteur et on est connecté sur le service en question. Vraiment, l'idée ici, c'est d'avoir un niveau de sécurité élevé, de mettre en place ces bonnes pratiques d'authentification sans que l'utilisateur ait apporté cette friction qui apparaît à chaque fois qu'on essaie d'augmenter un niveau d'authentification. Et donc vraiment l'objectif, c'est qu'il sorte complètement du process de créer un mot de passe, de devoir s'en rappeler, de devoir le renouveler, ou de commencer à comprendre ce que c'est un mail de phishing, un URL qui est pas bon, ou le fait de configurer un double facteur OTP. On essaie vraiment de cacher la complexité de la crypto, de l'authentification, derrière finalement des technologies qu'il sait déjà très bien approprier, la biométrie, le Bluetooth, bien sûr avec un niveau de sécurité qui va être finalement issu de la racine de confiance que représente l'élément de sécurité matérielle, qui va être certifié, donc c'est derrière la petite puce, qui va être certifié EAL5+, critères communs par l'ANSSI, et donc qui est vraiment du même niveau que vos passeports ou vos cartes bancaires actuelles.
Juste un dernier mot, on commence à faire des choses très pragmatiques. Notre but, c'est d'arriver vers les entreprises et de nous mettre au niveau où elles sont aujourd'hui sur l'authentification. Donc vraiment, c'est du login mot de passe et on commence à avoir du second facteur sur la plupart des PME, des ETI, etc. Par contre, le but, c'est aussi de les emmener au fur et à mesure vers des standards plus modernes de crypto un peu plus solides. Je pense à FIDO notamment. On commence à travailler sur les certificats pour le déverrouillage des sessions d'ordinateur et également des choses de cryptographie comme les algorithmes de zero knowledge qui vont permettre d'éviter un échange de secrets qui pourrait être récupérable sur une attaque man in the middle ou ce genre de choses. Et le but avec cet objet connecté, c'est d'instaurer l'usage dans les entreprises, cacher un peu cette complexité derrière un geste unique, mais d'aller au fur et à mesure vers des standards d'authentification un petit peu plus solides, au fur et à mesure où les entreprises et les services deviennent compatibles avec ces standards-là. Les éléments de différenciation, ils sont vraiment sur être capable de coupler une sécurité robuste, comme on peut avoir avec des tokens USB un petit peu classiques, une facilité d'utilisation, comme on peut avoir avec des gestionnaires de mots de passe, mais vraiment coupler l'ensemble, le meilleur des mondes finalement. On va donc être un peu plus simple qu'une YubiKey, que ce soit sur l'administration ou l'utilisation. Une YubiKey, c'est vraiment très fort en termes de cybersécurité. Le problème, c'est que quand on n'est pas geek, ça devient tout de suite un petit peu plus complexe de les configurer. Et sur la partie administration, quand il y a des pertes, etc., sur la OneNote, on a vraiment toute une capacité à administrer à distance les flottes, étant donné qu'on a un objet connecté et sécurisé. Il y a un canal chiffré qui est qui peut être mis en place entre les deux. Et donc, c'est vraiment un avantage assez puissant pour les DSI qui vont vraiment avoir des capacités augmentées. Ça va être plus sécurisé plus souvent qu'un smartphone, j'en ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, à partir du moment où on est sur l'OS, où on a posé un secret dans un navigateur sur un OS smartphone ou un OS laptop, on est exposé au fait que ce sont des environnements poreux et qui vont impliquer énormément de fonctionnalités, de connectivité ou de développeurs, et donc des failles qui sont proportionnelles à cet ensemble d'acteurs. Et enfin, l'idée, c'est vraiment de venir adresser un large spectre de cas d'usage, de ne pas faire que de l'OTP, de ne pas faire que du mot de passe, mais vraiment d'essayer de faire converger les usages sur un appareil qui est simple à utiliser et d'un niveau de sécurité matérielle du type typiquement de token USB. Il y a un gros avantage compétitif, alors j'ai pas la démo complète, ça aurait été un petit peu long, je vous invite à venir la voir sur le stand, c'est qu'on est capable depuis le sas d'administration d'aller envoyer à distance individuellement ou sur une équipe des secrets, donc une personne arrive le lendemain puisque c'est une nouvelle recrue, on va préparer sa carte, pousser les transactions avec l'ensemble des services dont elle a besoin et le lendemain elle se connecte sur son application, elle va recevoir l'ensemble de ces mots de passe là, ça marcherait pareil pour des ESN, typiquement on a un serveur partagé avec une équipe. Et donc, si une personne part, on a envie de mettre à jour les accès pour l'ensemble des personnes restantes. Et donc, ça permet d'avoir vraiment ce dynamisme et ce provisioning à distance qui est assez puissant et qu'on n'a pas vraiment retrouvé sur d'autres solutions d'ailleurs. Vous l'aurez compris, l'idée, c'est pas simplement de vendre un objet immuable de sécurité et de dire maintenant vous vous débrouillez avec ce niveau-là. L'idée, c'est plutôt d'avoir un accompagnement au fur et à mesure. Donc, on va adopter un modèle de hardware as a service où l'objet connecté va être capable d'être mis à jour au fur et à mesure. C'est un petit peu comme une Tesla qui va progresser au fur et à mesure des mises à jour. Là, l'idée, c'est vraiment de pousser au fur et à mesure de la vie des entreprises des nouveaux standards, des nouvelles fonctionnalités, les optimisations aussi qu'on est capable de faire sur la carte et les nouvelles fonctionnalités. Et donc, on a donc un business model récurrent donc la plupart du temps qui tourne autour de la biométrie parce que forcément, c'est le flagship. La OneNote classique donc, se déverrouille avec un code PIN. Et donc va être plutôt orienté vers tout ce qui va être industrie ou milieu de la santé, là où on a des gants, les mains sales, etc. Et donc qui va être entre 7,50 € et 8,50 € par mois. On a aussi des mécanismes de remise quantitative à partir de 200 cartes ou sur la partie temporalité avec des contrats 18, 24, 36 mois, etc. Donc ça comprend bien sûr l'ensemble des éléments dont je vous ai parlé, dont le sas d'administration. On a également un module SSO. Pourquoi ? Parce que c'est assez intéressant de contrôler et la serrure et la clé, surtout quand elles sont capables de se parler entre elles pour faire des choses cohérentes des deux côtés. On a commencé à écrire des belles histoires du côté commercial. On voit vraiment deux marchés qui commencent un petit peu à se séparer. Une partie vraiment produit étagère avec des acteurs du numérique type éditeur logiciel, Planisware typiquement est un concurrent d'MS Project et donc sur toute la partie gestion de projet travaille avec des Ariane Espace, Morpho, Safran, avec la NASA également. Et donc le cas d'usage qui les intéressait, c'est justement avec leur SSO de pousser à distance des OTP et un one-time password, on n'est pas capable de récupérer donc la clé crypto de base, on a juste le secret éphémère qui est généré tout le temps. Donc ça les intéressait énormément, ne serait-ce qu'aussi pour des
des sujets d'assurance aux États-Unis, d'être capable d'avoir justement du second facteur qu'ils puissent maîtriser assez facilement et pousser à distance sur un objet de sécurité. C'est aussi, pour la petite info, une boîte qui a complètement exclu le modèle smartphone, qui va juste donner une allocation et un budget pour la partie smartphone, mais ils souhaitent vraiment avoir de la sécurité dédiée qui soit sortie du téléphone. IC, donc top 100 des ESN françaises, Axians, filiale de Vinci, sur des sujets un peu similaires aux ESN également. Et donc le deuxième marché, ça va être quelque chose d'un peu plus industriel, où il y a une dynamique de couches matérielles, d'être capable d'aller interagir avec une borne de synchronisation, avec les petits appareils Android pour flasher des QR codes dans des centres de tri. Typiquement, c'était le use case qu'Octa est venu nous soumettre. On a également un sujet très intéressant avec SecLab sur le remplacement d'une des solutions qu'ils avaient sur mesure avec les centrales nucléaires de chez EDF. Donc c'est un marché de 200 cas récurrents annuels qui nous est un peu arrivé sur un plateau d'argent, puisqu'ils ont fait, c'est pas dans leur roadmap technique, et donc ils souhaitent chercher un remplaçant là-dessus. Ils ont identifié la OneNeuf comme étant une solution pérenne sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est des premières histoires. Sur notre go-to-market, on a vraiment, sur cette première année de commercialisation, mis en place un modèle direct. Clairement, l'objectif pour la suite, c'est de développer un réseau de partenariats, de prescription et de distribution qui va bien sûr être un levier de croissance beaucoup plus important et un petit peu moins limité, puisque ces acteurs d'audit, de conseil en cybersécurité, je pense à Orange Cybersécurité avec qui on est en discussion en ce moment, sont au plus proche des besoins de ces clients qui sont en train de benchmarker, de mettre en place des audits, etc. Et donc clairement, c'est quelque chose qu'on doit développer très fortement l'année prochaine. D'où le besoin enlevé aussi, dont je parlerai juste après. Sur la partie cible, on a commencé vers les acteurs du numérique. Clairement, toute société qui a un système d'information a le besoin de le sécuriser. On voit aujourd'hui des garages automobiles se faire attaquer, donc on est très pragmatiquement sur des entreprises où il va y avoir du volume, sur des gens qui sont déjà évangélisés aujourd'hui, mais le marché adressable est assez énorme, que ce soit en Europe ou aux États-Unis également. Enfin, notre équipe, on a vraiment une équipe technique qui est assez extraordinaire. On gère vraiment un périmètre technique très large. Ça va vraiment de la conception du hardware jusqu'au back-end avec l'ensemble des couches software qu'il y a entre les deux. Ça nous donne des leviers d'innovation et de personnalisation assez extraordinaires. Cela étant, aujourd'hui, on a une plateforme qui est stabilisée en termes de R&D, qui est vraiment efficace et qui est capable d'aller adresser ces enjeux et de sécu et de compatibilité humaine. Typiquement, notre directeur technique, alors qui est depuis passé directeur des opérations d'ailleurs, a une trentaine d'années d'expérience sur la production d'objets connectés dédiés à la sécurité, sur des tablettes d'identification biométrique par exemple, ou des terminaux de vote. Et Marc Leroux, qui est notre directeur commercial, qui a également plus de 30 ans de vente complexe. Voilà, donc pour cette équipe, on a forcément des équipes sales et customer success qui sont en pleine croissance. Et on a également une team d'investisseurs assez extraordinaire, puisque donc on a levé un peu plus de 2,5 millions depuis le début de l'aventure en 2016. Donc je vous ai mis un petit témoignage de Fabrice Caillère, qui est un des premiers entrants, qui a mis un petit peu plus d'1 million d'euros dans la société, et qui est au comité stratégique aujourd'hui, et qui nous suit au quotidien. Voilà, pour finir, donc, pour vous parler un petit peu de la levée de fonds en cours, on est sur un besoin de 2 millions d'euros, avec déjà des premiers intérêts en co-investissement de mise en avant. Vraiment, le besoin, il est clairement sur l'accélération commerciale. La partie production, elle est en place, les équipes également. Donc vraiment, voilà, l'objectif, c'est d'aller répliquer ces belles histoires qu'on a commencé à mettre en place, faire grandir ce réseau de partenariats qu'on a déjà commencé à faire naître pour atteindre le point mort. L'idée, c'est d'atteindre ce point mort en 2024, enfin fin 2024. Voilà, merci beaucoup. Alors on travaille avec un acteur qui est au Danemark, donc on est revenu en Europe parce qu'on travaillait avec Taïwan au début. Par contre les usines sont en Thaïlande parce qu'il n'y a plus d'usines à faire des technologies flexibles de cette taille-là aujourd'hui en Europe, particulièrement sur des volumes suffisants. Donc voilà, c'est un acteur européen mais l'usine est en Thaïlande. Par contre, tous les composants, donc typiquement le Secure Element, le microcontrôleur, c'est ST Microelectronics. Sur le capteur biométrique, on travaille avec IDEX, qui est en Norvège. L'écran flexible e-Ink, c'est un acteur allemand. Voilà, donc c'est vraiment un composant plutôt européen. C'est bon ? Avec plaisir.